C'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute, amis téléspectateurs, où que vous soyez partout dans le monde. Merci pour votre fidélité à notre programme depuis 2008. Aujourd'hui, nous allons refaire le monde, le nôtre, et puis celui des autres, une fois n'est pas coutume. Avec nos invités sur le plateau que nous recevons ensemble, on va commencer par vous, messieurs, je sais pourquoi. Nous avons avec nous monsieur Mohamed Ouattara, cadre supérieur de banque. Bonjour. Bonjour Lady. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes de passage à Paris à la faveur d'un événement que vous nous annoncerez tout à l'heure, ou plutôt dont vous nous parlerez tout à l'heure, étant entendu qu'il est déjà passé cet événement-là. Et pourtant, à vos côtés, monsieur Alafé Ouakili. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous êtes le directeur général du groupe L'Intelligent d'Abidjan. Voilà, ça c'est cadeau pour notre communauté là-bas en Côte d'Ivoire. Merci d'être fidèle à nos programmes. Et c'est exprès que je vous présentais en troisième lieu seulement, madame, roulement de tambour pour vous, puisque vous êtes une dame, vous êtes jeune, vous êtes sur le plateau, vous êtes Jorissa Watikilou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ambassadrice de la jeunesse congolaise en France et vous êtes la présidente de l'association Tamar Nketo. Que veut dire Tamar Nketo? Tamar, ça veut dire l'arbre du palmier. Kento, c'est dans ma langue maternelle, vu que je suis du Congo central de la RDC, qui veut tout simplement dire jeune fille. Donc, si je mets le palmier et la jeune fille ensemble, qu'est-ce que ça nous donne? Ça donne la signification en elle-même. Ça signifie que la jeune fille, elle est porteuse du leadership. Elle est porteuse de l'arbre du palmier en soi. Lorsqu'on regarde l'arbre du palmier, on voit la protection, le repos. Partant de l'arbre du palmier, il y a des racines qui tiennent un peu la terre. Donc, Tamar Kento veut tout simplement dire une jeune fille qui est capable, dotée d'une vision stratégique pour le lendemain de notre beau continent de l'Afrique. C'est cadeau pour vous, messieurs. Je vous laisse réagir tout simplement à ce qui vient de vous être dit. Nous vous écoutons. Il faut féliciter notre sœur pour son combat, pour sa vision, pour son leadership. Enchanté. Au plaisir. Tamar Kento, c'est un plaisir de découvrir ça et puis de voir cette résilience de la femme, cette ambition et ce rêve pour l'Afrique et pour la jeunesse. En tout cas, vous avez nos encouragements. Vous êtes à Paris, je le disais, monsieur Mohamed Ouattara, rapport à l'événement qui s'est tenu. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Merci. J'ai été invité par le club de l'immobilier Europe-Afrique pour participer à la soirée de l'investissement immobilier en Afrique, 3e édition, qui a eu lieu hier 20 novembre à l'hôtel Intercontinental. Et j'avais pour mission, n'est-ce pas, d'animer la conférence inaugurale sur le thème « Espace UEMOA, quel facteur d'attractivité pour investir dans l'immobilier ?» L'affiche que l'on voit d'ailleurs à l'antenne, oui. Quel facteur d'attractivité pour investir dans l'immobilier? C'est un bien grand projet. Où que vous soyez partout sur la planète, vous avez certainement des projets immobiliers. Regardez aussi du côté de l'espace UEMOA. Je pense que ça n'est pas trop de dire ainsi. Je vous laisse, monsieur Alafé Ouakili, nous parler de cet espace. Vous êtes de la Côte d'Ivoire. Que voulez-vous dire pour promouvoir cet espace aujourd'hui? Oh, cet espace, c'est l'un des espaces économiques et monétaires rares au monde. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2 ou 3 au monde, cet espace économique et monétaire avec le franc CFA qui est beaucoup décrié, mais qui existe quand même, qui a le mérite d'exister, qu'il faut certainement améliorer. Et on était justement ensemble hier, on a écouté les opportunités d'investissement, les difficultés, les attentes de la diaspora qui veut travailler, mais qui pense aussi aux sources et aux origines, qui veut bâtir dans l'immobilier, qui veut avancer. Il y a des difficultés souvent, il y a des choses qui se passent mal, mais il y a aussi des choses qui se passent bien et je pense que c'est ce qu'il est venu, c'est ce qu'il a essayé d'expliquer. C'était intéressant comme expérience. Maintenant, de façon générale, l'UEMOA, l'Afrique de l'Ouest, cette petite zone, comme peut-être aussi le reste de l'Afrique, reste à l'écoute, cette Afrique-là reste ouverte à tout le monde, à tous ses enfants, notamment à la jeunesse, pour réaliser ses rêves. Et je pense qu'ensemble, on devrait être là pour répondre aux attentes des fils du pays, du continent, partout où ils se trouvent. Vous avez à votre actif, M. Ouattara, cet ouvrage « Accès au crédit immobilier en Côte d'Ivoire ».
Erreurs à éviter et conseils pratiques. Alors, lorsque nous préparions cette émission, je vous disais, allons-nous parler d'immobilier seulement? J'avais fort envie, et il est heureux que Jorissa soit avec nous sur le plateau, parce que pour avoir des projets d'investissement, encore faut-il déjà se bien porter. Et c'est cadeau pour vous, madame. Quelle vision avez-vous pour l'Afrique en tant que jeune, pas seulement du Congo, mais du continent? Alors la vision, de manière globale, je dirais que c'est investir dans la prochaine génération, parce que on est sans ignorer qu'aujourd'hui l'Afrique se bâtit à travers sa jeunesse. Et moi, ma vision de manière globale, c'est d'investir en la jeunesse de manière globale et de l'aider à devenir acteur ou actrice du développement. Et c'est d'ailleurs le travail que moi je fais en tant qu'ambassadrice de la jeunesse congolaise en France. J'ai commencé en tant qu'activiste de droits des jeunes depuis l'âge de 17 ans en République démocratique du Congo parce que ma vision a été le développement de la jeunesse, à savoir sa participation aux instances de prise de décision à tous les niveaux. Je dis ça pourquoi? Parce que autrefois, la jeunesse, elle était utilisée, elle était manipulée, mais elle ne participait pas aux instances décisionnelles, alors que c'est la jeunesse l'avenir, c'est elle qui doit diriger demain. Donc pour moi, c'était indispensable que cette jeunesse soit sur la table des décisions. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai commencé à sensibiliser les décideurs sur le droit des jeunes. J'ai mené des lobbying auprès de l'ONU, UNICEF, j'ai été ambassadrice des enfants auprès de UNICEF, pour justement faire entendre la voix de la jeunesse. Et quand je suis arrivée ici à Paris, j'ai vu que la jeunesse de la diaspora avait un potentiel énorme. Il y avait des associations des jeunes, des associations des étudiants, des associations de la diaspora, mais il n'y avait pas une représentativité de la jeunesse ici en France. C'est alors que j'ai contacté le président du Parlement des jeunes de la République démocratique du Congo, qui est une institution qui travaille directement avec le ministère de la jeunesse de mon pays, pour faire ce lobbying-là, à dire que avec ou sans moi, il faut une représentativité de la jeunesse ici en France. Et c'est alors que j'ai été nommée ambassadrice de la jeunesse congolaise en France. Donc, ce n'est pas un titre honorifique, c'est toute une mission, c'est toute une vision, c'est des ambitions. Et voilà, parce que la vision de la jeunesse est une vision qui se prépare aujourd'hui. J'aime toujours dire que nous sommes la génération future, mais le futur, c'est maintenant. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, on doit investir dans la jeunesse, tant dans l'éducation, dans l'entrepreneuriat, dans le leadership, dans les finances. Et on était justement en train de parler tout à l'heure de l'immobilier, justement. Pourquoi pas inclure la jeunesse de la diaspora? Parce que moi, je rencontre aujourd'hui des jeunes qui veulent investir au pays, surtout dans le domaine de l'immobilier, mais qui ne sont pas accompagnés. Quand on a de telles initiatives, c'est vraiment le mobiliser, les sensibiliser pour qu'aujourd'hui, que nos futurs enfants se disent qu'on a eu des leaders qui ont bâti pour nous, et c'est ça. Donc c'est ça un peu ma vision pour la jeunesse, si je peux le dire en quelques lignes. C'est cadeau pour vous. Les jeunes veulent donc investir dans l'immobilier. Qu'avez-vous à leur offrir? Je suppose que ces choses sont dans cet ouvrage. Accès au crédit immobilier en Côte d'Ivoire et peut-être en Afrique, puisqu'on parle d'espace UEMOA. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Et peut-être que ce qui est vrai dans cet espace-là peut l'être pour le reste du continent et avec des erreurs à éviter. Cet appel fait-il écho à quoi que ce soit dans votre vision des choses, monsieur? Exactement. Je pense que la base même de l'investissement ou alors de l'implication de la jeunesse, c'est d'abord la formation, c'est l'éducation financière. Et ce livre-là, justement, contribue à l'éducation financière des agents économiques. Alors, il est question de sensibiliser, n'est-ce pas, le lecteur sur les difficultés d'accès au crédit immobilier. Alors, nous avons résumé en 3 erreurs que très souvent les candidats au crédit immobilier commettre face aux banquiers. Alors, donc, l'auteur de ce livre, le personnel principal de ce livre, justement, a vécu ces erreurs-là et a réussi à les surmonter jusqu'à obtenir un crédit immobilier d'environ 400 millions de francs CFA. Donc, c'est une histoire vécue. Ce n'est donc pas autobiographique, hein. C'est un personnage. C'est un personnage, voilà. Ceci n'est que de la pure fiction? Un fonctionnaire international. Une réalité vécue quand même. Une réalité vécue. Le personnage est connu, son investissement est connu et visible. Et donc, c'est un cas pratique. C'est un cas pratique qui va au-delà de la fiction et qui permet donc au lecteur de capitaliser sur les erreurs commises par le personnel principal et d'aller donc droit au but
d'accéder plus facilement au crédit immobilier. Quand on parle d'erreurs et qu'il faille en prendre avantage, je voudrais vous faire un petit voyage très court en Pays Bassa, au Cameroun, par chez moi, où il est dit que la chèvre, quand elle a peur, elle veut avoir peur elle-même de ses propres yeux, alors que toutes les chèvres devant elle ont regardé, ont eu peur et sont reparties en courant. Elle ne va pas les suivre, elle va vouloir venir commettre ses propres erreurs. Est-ce que ça évoque quoi que ce soit en vous, à la Wikili? Oui, on apprend de ses erreurs, on affronte toujours les difficultés, parce que je crois que l'auteur a fait cela. Il a tenté 3 fois d'avoir un crédit. La première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, ça n'a pas marché. C'est la 3e fois que ça a marché. Donc, il faut apprendre de ses erreurs. Il faut affronter les difficultés. Et puis, à la fin, on gagne. On obtient ce qu'on souhaitait et on développe un vécu, un savoir-faire qui devient aussi des leçons, pour la jeunesse et pour d'autres personnes de la même génération pouvant être confrontées aux mêmes réalités. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Il y a des perspectives pour la jeunesse. C'est vrai, il y a des problèmes d'emploi, des problèmes d'éducation, il y a des problèmes d'accès à la propriété foncière ou autre. Mais il est important de se nourrir des expériences vécues par les uns et les autres et de savoir qu'au-delà des épreuves subies, des erreurs constatées, se trouvent des leçons et que de ces leçons-là sortiront des opérateurs économiques, des investisseurs aguerris et des jeunes armés pour répondre aux défis. Est-ce que cela vous satisfait? Est-ce que vous retrouvez la possibilité pour les jeunes de rentrer de plein pied dans ce que font déjà les adultes, tout en faisant au moins 3 erreurs? Cela ne laisse pas beaucoup de perspectives s'il faille faire autant d'erreurs chacun à son niveau. Après, moi, je dis toujours que l'erreur en soi n'est pas une fatalité. L'homme de nature est appelé à faire des erreurs. Mais l'erreur doit être un tremplin pour apprendre plus. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est une jeunesse forte, on veut faire des choses, on a des ambitions, on a de l'énergie. Mais on doit aussi apprendre. C'est indispensable pour nous, jeunes, d'apprendre. Et je suis très heureuse d'être ici à ce plateau parce qu'il ne s'agit pas que de moi en tant que jeune femme. Il s'agit aussi d'apprendre sur peut-être les erreurs que je n'ai pas encore commises, mais que M. Ouattara est passé et qui peut me dire, Madame Jorissa, par rapport à l'immobilier... M. Ouattara, celui qui est sur le plateau. Hein. Oui. Je ne dis ça, je dis ça, je ne dis rien. C'est ça, donc du coup. Oui. Madame Jorissa voulait investir en Côte d'Ivoire dans l'immobilier. Voici les erreurs à faire, voici les erreurs à ne pas faire. Et c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans le livre qui nous présente aujourd'hui. Donc, justement... Moi, mon message, ce n'est pas un message de division où on se dise que voilà, on est jeune, on fait ce qu'on veut. C'est un message d'unité. On est jeune, on doit apprendre parce qu'on a quand même des repères aujourd'hui. On a quand même des leaders aujourd'hui qui nous donnent l'opportunité d'apprendre. Et c'est ce qu'on doit, faire. Donc, je suis totalement d'accord sur le fait de suivre la voie, même si on a une vision, de suivre la voie tout en apprenant quelque chose de plus meilleur. Quand vous étiez jeune, comment voyez-vous le monde au sein duquel vous vivez aujourd'hui? Quelle vision avez-vous? Quelles étaient vos réflexions? Sincèrement. Voilà, vous savez que le propre des jeunes, c'est de rêver, de voir tout en rose, de se voir au sommet de la montagne. Et on avait tous ces rêves-là, on avait tous ces ambitions. Et on peut dire que Dieu nous a aidés à avancer vers ses rêves. C'est vrai que ce n'est pas aussi évident. On rêvait mieux qu'on ne vit aujourd'hui. Quel était votre plus grand rêve à ce moment-là? Moi, mon rêve, c'était d'avoir du travail, fonder une famille, avoir une belle maison, une belle voiture. Des rêves accessibles, somme toute. Des rêves accessibles, oui. Et par la grâce de Dieu, on peut dire qu'on a su la voie. On a su la voie parce que, effectivement, le rêve, il a la particularité de ne pas s'arrêter. Voilà. Chaque jour est un jour de rêve. Donc, nous continuons de rêver et nous tendons vers la réalisation de nos rêves. Quand vous regardez, vous êtes journaliste qui plus est, monsieur, quand vous regardez à la jeunesse du continent africain, qu'est-ce qui vous marque le plus, en bien comme en mal? Non, aujourd'hui, c'est un mal, c'est peut-être cette inquiétude face aux réseaux sociaux,
la malappropriation des réseaux sociaux et à un usage un peu responsable des réseaux sociaux et aussi à la prolifération des fake news en tant que journaliste par rapport à la jeunesse. Donc, je saisis peut-être cette tribune pour interpeller, pour souhaiter que ces réseaux sociaux que l'on connaît, qui sont des forces, puissent devenir des alliés et non des dangers. La jeunesse a de la créativité, elle peut avoir de l'inspiration et créer en peinture, en littérature, en musique, etc., etc. Elle doit puiser en cela, tout comme l'éducation, des projets d'investissement, etc. Dans le sport, il y a tellement de domaines où la jeunesse peut exceller. Donc, lorsqu'elle développe ses talents, elle doit pouvoir utiliser les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un élément négatif en mal, un point d'inquiétude, mais il y a quelque chose de bien. C'est cette créativité, c'est ce talent à l'état pur, à l'état naissant, dans le football, dans tous les sports, athlétisme, dans les arts, la musique, la peinture. Il y a tellement d'opportunités pour que la jeunesse puisse s'exprimer qu'on souhaiterait que les conditions en soient créées et qu'elle-même en soit consciente et que, au-delà du fait que la jeunesse elle-même est l'avenir, on a encore des opportunités en Afrique qui demeure un continent d'avenir. Il est peut-être le dernier aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins que l'Afrique est un continent berceau de l'humanité et que le jugement se fera au dernier moment et non maintenant uniquement. Donc notre temps actuel, notre situation n'est pas une malédiction, il y a de l'espoir et nous devons porter ce message-là aux jeunes pour leur dire que nous ne sommes pas très vieux aujourd'hui, mais nous avons été jeunes. Et même les gens de 80 ans aujourd'hui, de 100 ans, ils ont été aussi jeunes, ils ont eu les mêmes rêves, ils ont eu les mêmes difficultés. Il ne faut pas penser que les choses ont été totalement faciles. Aujourd'hui, ils ont 10, 15, 20, 30 ans, ou même moins. Ils ont la possibilité de vivre 100 ans, ou peut-être plus avec ce qui se passe, et à eux de saisir les opportunités qui vont se présenter à eux. Je relève dans ce que vous avez dit que les jeunes sont attendus dans plusieurs domaines. Mais sur les sphères de décision, par exemple, je n'ai pas entendu parler de politique. Est-ce que vous avez percuté à cela ou c'est une élucubration de ma part? Percuter à cela dans le sphère politique où la jeunesse, elle n'est pas représentative. Oui, puisqu'on l'attend, selon ce que disait monsieur, dans le sport, la musique et toute autre chose. Ça n'est pas un jugement de valeur, sauf qu'il est des sphères où les choses se décident. Oui, justement, c'est d'ailleurs ça qui a été le combat le plus ultime de mon parcours en tant que jeune femme engagée dans le développement de l'Afrique et de la RDC. Aujourd'hui, en politique, la jeunesse, on va clairement le dire, on utilise la jeunesse pour les visions personnelles, on utilise la jeunesse pour accomplir les ambitions politiques. Comment cela? Est-ce que vous pouvez détailler, s'il vous plaît? Dans des campagnes politiques, voilà, je fais une campagne, vous aurez du travail, vous aurez tel ceci, vous aurez si vous me votez. Parce qu'ils savent qu'on est à l'énergie, il y a le courage, il y a cette force de mobilisation, il y a cette force de sensibilisation. Et donc voilà, c'est pour ça, moi, mon combat, en tant que jeune femme, déjà en tant que jeune femme africaine, c'est déjà des points discriminatoires pour le travail que je fais, parce que je suis également engagée dans la politique. Et donc, du coup, moi, mon travail, c'était au-delà d'apprendre ce que je fais auprès de mes supérieurs, mais d'imposer également ma présence, mon leadership, ma vision. Et c'est ce que j'ai même fait avec Tamar Kento, mon association. Aujourd'hui, Tamar Kento travaille dans l'éducation inclusive des jeunes victimes de violences dans les zones de conflit et dans les zones dites défavorisées. Pourquoi? On veut permettre à cette catégorie de jeunes femmes de leur faire comprendre que votre environnement ne détermine pas la vision ou celle que vous devez devenir. Donc on met en place des programmes, des formations en agriculture, en pâtisserie, en esthétique et justement également des programmes de suivi psychologique pour celles qui ont été victimes de traumatismes, de violences.
Parce qu'on peut investir en la jeunesse, on peut investir chez la femme, mais tant que cette personne a des traumatismes, elle ne peut pas avancer. Parce que le mal, aujourd'hui, il ne faut pas voir le mal de loin. Il faut regarder, tirer le mal dans sa source. Et le mal dans sa source, c'est aussi un mal personnel, individuel, auquel nos gouvernements, nos autorités doivent traiter. Et justement, avec l'association Tamar Quinto, on met en place des programmes de suivi psychologique pour aider ces jeunes filles-là à guérir de ces traumatismes. Et après, on met en place des programmes aussi d'inclusion professionnelle où on peut monter des microcrédits pour leur accompagner dans leurs projets. Justement, pour pallier à cette question d'inclusion politique, c'est encore un problème aujourd'hui. On prône l'égalité de chance, l'égalité de genre, 50% des femmes doivent être en politique, mais dire la chose et voir la réalité, c'est tout autre. Et c'est ça encore qui est le problème aujourd'hui. Ça fait encore débat aujourd'hui, mais je pense que dans la politique n'a pas de sexe. Que ce soit en diplomatie, que ce soit dans ce qu'on fait, l'essentiel, c'est les compétences acquises de ce que nous, on doit mettre sur la table. Tant que je fais bien mon travail, ce n'est pas question de femmes ou des femmes politiciennes. C'est question d'un être humain qui a des compétences et qui le met sur la table. Donc, c'est vraiment ça. Et surtout qu'on a des leaders comme M. Ouattara et M. Wakili, autant pour moi, qui soutiennent un peu cette vision. Ça nous donne encore plus de force parce que ce n'est pas donné. Donc, voilà. Comme disait dans l'armée mon père, il n'y a pas d'hommes et de femmes, il n'y a que des militaires. Est-ce que c'est vraiment ainsi ou est-ce que c'est juste une figure de style? Cette volonté d'inclusion où on voudrait que tout soit possible pour tout un chacun, homme, femme, adulte ou jeune. Mais dans la pratique, force est de constater que, par exemple, la question des traditions ou toute autre raison vont faire qu'il n'en est pas ainsi. Oui, tout à l'heure, quand notre ambassadrice intervenait, j'ai entendu la politique n'a pas de sexe. J'aurais aimé qu'elle dise la politique n'a pas d'âge, pour que vous représentez la jeunesse et non les femmes. Voilà. Par contre, à ce niveau-là, moi, je pense que la politique a un âge. Elle a un âge parce que si on ramène la politique à l'art de gouverner la cité, ça veut dire que l'homme politique doit quand même avoir un minimum en termes de savoir, en termes même de ressources pour pouvoir impulser sa vision politique et donc en termes d'équipe aussi. Alors, donc cet âge-là, c'est l'âge d'apprentissage. Tout à l'heure, effectivement, vous avez dit que la jeunesse est utilisée. C'est une manière de voir. Sous un autre angle, on peut penser que la jeunesse est formée. Voilà, c'est une forme de formation, c'est comme un parcours du combattant. Il faut faire ses classes. Chez nous, apprendre de ses erreurs. Par exemple, apprendre de ses erreurs. Apprendre à ne plus faire confiance. Ou alors apprendre auprès des aînés, c'est surtout ça. Ça, oui. Voilà, il y a des activités, des tâches qui sont peut-être considérées comme rabaissantes, mais qui contribuent à la formation politique. Même installer les chaises, installer les bâches, la logistique. On rentre en plein dans la gestion de la logistique. Un travail de terrain. On apprend toujours. Voilà. Il faudrait que la jeunesse donc, ait la patience d'apprendre auprès des aînés et puis d'attendre son heure pour bondir. Voilà. Parce que nous sommes volontaires, nous sommes remplis de rêves, nous sommes fougueux, certes, mais notre société, elle est pyramidale. Elle est pyramidale et il faut commencer par la base pour monter au sommet. Et justement, cette forme de patience, c'est aussi le code de la vie. Donc, je pense que effectivement, il n'y a pas de sexe en politique, mais il y a un âge en politique. D'ailleurs, le droit de l'éligibilité, c'est à partir de 18 ans. C'est-à-dire qu'avant 18 ans, on ne peut pas être éligible, même si on veut. Donc, même électeur. Même électeur, on ne peut pas. Souvent 16 ans. Voilà, c'est pourquoi je dis qu'il y a un âge en politique et il faut accepter d'apprendre auprès des anciens. Mais il y a aussi la charte déjà de l'Union africaine qui, pour être jeune auprès de l'Union africaine, c'est à partir de 18 ans à 35 ans. Moi, de 18 ans, on est jeune. Après, il y en a d'autres qui disent qu'être jeune, c'est un état d'esprit. Donc, même si on a 50 ans, on reste jeune de 7 à 77 ans. Voilà. Donc oui, effectivement, je suis totalement d'accord avec votre logique. La patience, l'école de la vie, c'est indispensable. Mais ce que nous, on ne veut pas aujourd'hui, c'est justement la patience de nous vendre du rêve, pas de nous apprendre quelque chose.
J'aurais aimé que lorsque j'ai fait une campagne pour une telle ou telle personne, qui me dise ce que vous faites, c'est juste une patience. Voilà, moi, je n'ai pas encore les moyens suffisants pour vous accompagner, mais dès que je suis élue, je veux faire ça par rapport à ça. Pas de nous vendre sous forme de rêve, faites ceci, faites cela, et une fois qu'on vous élu, par exemple, vous disparaissez. Ça devient le monsieur qui met son petit frère, le monsieur qui met le petit frère de sa femme, alors que les personnes qui combattent, qui ont soutenu sa vision, son idéologie, sont mises de côté. Donc, on ne demande pas la lune, nous les jeunes. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Moi, j'ai commencé, j'avais 16 ans. Aujourd'hui, je tends vers la trentaine. Donc, ça a été une école de la vie pour moi, même de se tenir là aujourd'hui. On ne demande pas la lune, on demande juste que dites ce que vous faites. Ne nous promettez pas des choses que vous ne serez pas en mesure de faire. Et ça, c'est quelque chose que je combats. Même moi, je ne promets pas la lune aux jeunes filles que j'accompagne. Si je ne suis pas en mesure de le faire, je ne le fais pas. Donc, c'est ça un peu la vision de la jeunesse aujourd'hui. On ne veut pas d'un message, d'un discours sous forme de manipulation. On veut une alliance stratégique avec ceux que nous considérons comme de mentors. Parce qu'il faut quand même se le dire, on soutient des personnes qu'on considère aujourd'hui, on se voit en eux dans le futur. Ces personnes-là ne doivent pas nous mettre de côté, il faudrait que ça soit une alliance stratégique. Et je parle même tant pour nos leaders africains que aussi pour les leaders de l'Union européenne aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne veut maintenir son influence en Afrique. Pour maintenir son influence en Afrique, il ne va pas travailler avec des Européens, il va travailler avec la future génération des Africains. Et on ne veut pas que ça soit une collaboration où vous venez aider. Non, même dans les discours aujourd'hui, dans les conférences, bâtir en Afrique, l'Europe veut mettre de... On veut que ça soit une alliance stratégique parce que autant on a besoin de vous, autant vous avez besoin de nous pour l'influence future. Et ça doit être du gagnant-gagnant. Et ça, c'est quelque chose que moi, je dis toujours que c'est ça ou c'est pas ça parce que voilà. Donc, c'est dans ce contexte. Le pouvoir des médias dans cette dynamique du développement du continent, je rappelle que vous êtes journaliste et directeur général du groupe L'Intelligent d'Abidjan. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils en sont encore quelques-uns sur la planète, ce groupe de presse, comment est-ce que est pris en compte, ou pas du tout, les besoins de la jeunesse, leur vision des choses, ou est-ce que c'est simplement pour véhiculer ce qui concerne, on va dire, des adultes déjà devenus ? Non, pas du tout. C'est vrai que j'ai peut-être pas évoqué spécifiquement la politique dans les attentes de la jeunesse, mais moi je pense que la jeunesse a une influence qu'elle ne doit pas ignorer. Et elle n'est pas que utilisée, elle influence. Dans le sport, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui fait l'actualité. C'est la jeunesse qui fait la culture, qui fait les arts. C'est la jeunesse qui crée. C'est la jeunesse qui fait vivre les nations en Afrique. Et peut-être de moins en moins ailleurs dans le monde, mais en Afrique, c'est le cas. Mais tout comme la femme, la jeunesse et la femme ont ce pouvoir dont elles doivent être totalement conscientes. Et nous, en tant que médias, nous suivons ces tendances. Nous rapportons ce que les femmes font. Nous rapportons ce que les jeunesses font. Et sur ce point, pardonnez-moi de vous interrompre, est-ce que sur la jeunesse comme sur les femmes, est-ce que vous êtes le reflet de la société ou est-ce que ce que vous donnez à entendre et à voir permet de susciter des mutations sociales ? Nous essayons d'être le reflet de la société. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui créons des événements pour promouvoir spécifiquement la femme et la jeunesse. Est-ce que ce serait opportun de le faire d'ailleurs ou pas ? La question reste posée. C'est aux femmes de prendre conscience de leur pouvoir, de prendre leurs responsabilités. Et quand elles le font, nous les mettons en lumière, nous les aidons à passer leur message au niveau des médias. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour les propulser. Pareil au niveau de la jeunesse, et c'est en cela que vous faites bien ce que vous faites là, et nous sommes heureux de partager ce plateau avec ce dynamisme, cette ambition, cette audace pour l'Afrique. Et c'est comme ça nous le faisons, et lorsqu'il y a ces opportunités, cette jeunesse consciente qui prend ses responsabilités, on ne peut que lui donner la parole, on ne peut que la mettre en lumière. Et c'est ce que nous faisons, et nous souhaitons que de plus en plus de jeunes soient pénétrés de cette vision, de cette mission aussi. Et ce n'est pas les autres qui leur prendront la main pour le faire. Et ça, c'est important. Mais avant d'y arriver, il faut pouvoir chacun exceller dans son domaine à l'école,
être dans l'excellence, dans les arts créatifs, dans les sports, dans l'économie, partout, dans l'agriculture, les femmes, les jeunes doivent travailler pour être parmi les meilleurs. Et lorsque l'on a cette ambition, il est évident que l'on va compter qu'au-delà de son secteur dans lequel on excelle, la politique va vouloir nous happer, va nous récupérer, et puis forcément, on ne fera pas que subir en tant que jeune, en tant que femme. On peut aussi imposer ses conditions. Quand on est jeune et que l'on est brillant dans son domaine, quand on est jeune et que l'on a des potentialités, les politiques écoutent. C'est dommage, les jeunes dont on abuse, les jeunes qu'on trompe, les jeunes qu'on manipule, c'est peut-être les jeunes qui n'ont pas de niveau, qui ne sont pas à l'école, qui n'ont pas de travail, qui sont désœuvrés. Il faut se battre pour que ce nombre-là soit réduit. Mais je pense que vous, on ne peut pas vous manipuler. Je pense que vous, femmes, jeunes, vous, et vous, femmes, on ne peut pas vous manipuler. Je prends jeune aussi. Hein. D'accord. D'accord, oui. Donc, on va retenir 77 ans. On ne peut pas vous manipuler. Nous souhaitons avoir des jeunes et des femmes comme vous de plus en plus. Vraiment, pour vous tromper, il faut se réveiller très tôt. Il ne faut même pas se coucher la veille du tout. Voilà. Alors, plus sérieusement, tout de même, Oui. il y a un problème parce que là, vous en appelez à la jeunesse, notamment, Oui. à être compétente chacune dans son domaine Oui. pour accéder à des sphères de décision, alors même que l'on sait très bien combien, dans ces sphères de décision, il y a beaucoup d'hommes très incompétents. Bon, vous savez, ils sont incompétents, mais ils ont des compétences, hein, ils ont des qualités. Ça peut être quoi? La flagornerie, ça peut être la loyauté, c'est des qualités. La fidélité à un homme, la capacité de répéter des messages ou des mensonges, c'est des talents, c'est des compétences. Il n'y a pas une bonne manière de faire quelque chose de mauvais. Est-ce que c'est quelque chose de mauvais d'être si c'est pour loyal? flatter les uns et les autres. D'être loyal, d'être fidèle à son mentor, à son chef, d'exécuter ce qu'il demande de faire. C'est ça. De manière bête et méchante. Ah, voilà, d'être loyal en tout cas. Mais cela dit, leur incompétence reste relative, hein, parce que quelqu'un a une vision, il a été élu, il doit développer une activité, son programme, il le commence, et puis il sait qu'il a menti peut-être pour parvenir là où il est. Il sait qu'il avait promis de diminuer les salaires, il ne peut plus le faire. Quand il renonce, d'ailleurs, il le sait avant qu'il a de le promis promettre. d'augmenter, il ne peut plus. Donc, il faut qu'il trouve peut-être quelqu'un d'incompétent pour venir expliquer, si vous le dites, hein, pour venir expliquer pourquoi il ne peut plus, alors que c'était évident qu'il ne pourrait pas. Il faut aussi peut-être que la jeunesse soit de plus en plus vigilante. La jeunesse et puis tous les électeurs. Parce que la jeunesse paraît nombreuse, mais est-ce qu'elle vote même? Est-ce qu'elle prend part à la parole? Est-ce qu'elle est intéressée? Parce que, au-delà de tout, la jeunesse est la plus nombreuse. Mais regardons les taux de participation aux élections chez nous, en Afrique. Les taux sont souvent bas. Et la jeunesse qui est instrumentalisée, est-ce qu'elle est consciente même de son pouvoir, de sa puissance? Il faut peut-être qu'on regarde en détail. Mais je pense que les gens qui sont nommés, avant qu'on les nomme, il faut déjà voir les gens qui sont élus, comment ils sont élus. Et il me semble que les élus, avant de se détourner de leurs électeurs, n'oublient pas qu'ils doivent revenir devant leurs électeurs quelques années plus tard. Et il y a une arme, qu'on soit jeune ou femme, ou qu'on soit un électeur lambda, on a une arme, et cette arme qui est le bulletin de vote, qui est l'inscription sur la liste électorale, il faut pouvoir en user de façon utile et de façon responsable. Et en user et en abuser. Ah, Monsieur voilà. Ouattara, vous pouvez réagir à tout ce qui se dit, parce que j'entends quand même que les jeunes manqueraient de zèle, mais on entend en face que les adultes manquent d'intégrité et de probité. Ouais. Bon, comment faire donc une équation pour avancer néanmoins, puisqu'il faut que le continent se fasse, la vie et des adultes et des jeunes devant pouvoir suivre son cours? Je pense que j'estime qu'on doit être consciente quand même des enjeux de notre continent. Et au-delà de tout, on doit avoir l'esprit patriotique. C'est vrai que la loyauté, c'est une qualité indispensable. Mais on ne peut pas, au nom de la loyauté, soutenir des choses qui sont insoutenables. Parce que, voilà, aujourd'hui, moi, je pense que on doit avoir l'esprit patriotique, aimer notre continent, parce que si on aime notre continent, il y a certaines choses on ne peut pas se permettre de faire concrètement. C'est vrai que le taux des votes est faible parce que
entre nous, on est entre nous, on sait pourquoi. Personne Non, ne nous regarde. on ne sait pas. Dites tout. Nous n'en sommes que 4, personne d'autre n'est avec nous, n'est-ce pas? C'est justement ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'au-delà de tout ça, on doit avoir quand même l'esprit patriotique. On doit aimer, que ce soit jeune, femme, personne lambda, homme, enfant. Et l'engagement citoyen, c'est un message qui doit être partagé de au plus bas âge, je peux dire ça comme ça. Moi, personnellement, j'ai commencé à aimer mon pays, pas parce que j'avais 10 ans, 11 ans, on ne m'a pas enseigné ça à l'école. J'ai commencé à aimer mon pays quand j'ai eu 16 ans et quand je voyais les enjeux de ce que je suis prête à mettre pour mon pays. Et ça, c'est déjà dommage. Je me disais, si on m'avait appris ça déjà bien avant, je cherche... Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, au-delà de tout, nos dirigeants doivent avoir l'esprit patriotique. C'est vrai que la politique, c'est très bien, mais on aime d'abord le pays, les intérêts du pays d'abord. Surtout aujourd'hui, les États, l'Afrique, certains pays africains sont des pays démocratiques. C'est-à-dire, c'est au peuple, le pouvoir du peuple par le peuple. C'est pas la dictature. Donc je pense que si c'est le pouvoir du peuple par le peuple, enseignant à ce peuple-là comment est-ce qu'ils doivent aimer leur pays, comment est-ce qu'ils doivent être des acteurs et actrices engagés. C'est pas forcément toute personne, tous les jeunes qui vont devenir Premier ministre plus tard. Surtout que le ministre, il est premier, il est le seul, il n'y en a qu'un à la fois. Voilà. Donc s'il faut faire la queue pour attendre son tour, ça peut tarder. Mais pardonnez-moi, que vous disent les jeunes de votre âge, à chaque âge que vous avez eu, de votre engagement? Est-ce qu'on vous regarde comme une bête curieuse ou est-ce que pour ces jeunes-là, c'est tout à fait normal qu'il en soit ainsi? Et pourtant, la majorité de la jeunesse, ça et là, n'est pas nécessairement dans une telle dynamique. La majorité de la jeunesse, malheureusement, elle n'est pas informée. Tout à l'heure, M. Waké était en train de dire qu'on circule plus de fake news qu'il y ait des bonnes informations. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit combattre, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur les médias. Parce que ce n'est pas tous les jeunes qui utilisent Facebook. Et ceux qui utilisent Facebook, ils ont une très mauvaise information. Moi, je ne représente pas que la jeunesse, je ne représente pas que la jeunesse de la diaspora en France. Je représente aussi un jeune qui vit dans un village qui n'a pas accès à Internet. Et ce jeune-là ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire, c'est-à-dire on doit permettre à cette catégorie de jeunes-là d'avoir l'information et la vraie information. Et c'est quelque chose que moi, je suis en train de lutter à chaque fois que je pars au Gabon. J'étais au Gabon, je suis allée jusqu'à Ndende, à Tchibanga. C'est à 10 heures de temps de Libreville quand même, pour une Congolaise qui était à Libreville pour la toute première fois. Pourquoi? Parce que mon besoin, ma vision, c'est de permettre à ce que l'information circule, de dire à ces jeunes, vous n'êtes pas seuls, on fait le travail, voici ce qu'on vous propose. Ils vont dire, mais nous, on n'est pas formés, il y avait des gens qui étaient là, ils nous ont promis des choses et tout, parce que l'information ne circule pas comme telle. Et ça, c'est encore un combat que j'appelle, grâce à cette tribune, je dis à nos autorités, à nos leaders africains, de faire quelque chose quand même. Oui. Voyez-vous, on a eu en Côte d'Ivoire récemment un jeune candidat, Jean-François Kouassi, qui voulait être candidat à l'élection présidentielle. Je crois qu'il a 34 ans. Chez nous, l'âge minimum, c'est 35 ans. Il n'a pas été retenu. Là, il est candidat pour être député. Là, il a 34 ans. Il est candidat à Cocody. C'est quand même un peu difficile. Vous voyez, quand je vois madame qui parle, ça séduit, nous, les adultes. Alors, on se pose la question. Mais pourquoi, quand elle va parler, si elle veut aller au-delà des médias, qu'elle veut transformer le verbe en action, qu'elle déclare qu'elle veut être députée, qu'elle veut être maire, qu'elle veut être présidente de la République, mais les jeunes qu'elle représente, est-ce qu'ils vont la suivre? S'ils ne la suivent pas, mais pourquoi? Quel peut être le problème? Donc, interrogeons-nous. Est-ce que la préoccupation des jeunes, justement, c'est de trouver un leadership qui les ressemble, c'est de trouver un leadership qui les représente? Le discours est là. Mais qu'est-ce qui empêche qu'ils soient entendus par les jeunes eux-mêmes et par les femmes? Monsieur Voilà Ouattara, je vais vous laisser le soin de répondre à cette question parce qu'elle est vraie aussi pour les adultes. Que ce soit les hommes, les femmes, quel que soit le profil, on voit bien la difficulté qu'il y a pour ceux dont on s'attendrait qu'ils puissent les élire, de le faire. À quoi pensez-vous que cela soit dû?
Je voudrais dire que les modèles sociaux en Afrique, généralement, sont beaucoup portés sur le matériel. Un jeune a des idées, mais est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Donc, très souvent, comme le cas de notre jeune candidat à l'élection présidentielle, il est très éloquent. Quand il parle, c'est comme l'ambassadrice, il a des idées, mais est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Et quand c'est comme ça, les jeunes même qui devaient être son premier soutien, ils se rendent compte que ce monsieur, comme elle l'a dit, si nous le suivons, c'est à perte. Parce qu'il ne pourra pas non seulement mettre en œuvre ses idées, son programme, mais nous-mêmes qui le suivons, il ne pourra pas tenir ses problèmes vis-à-vis de nous parce qu'il n'a pas encore les ressources. Mais alors la déception qui est celle de ceux qui suivent, ceux qui ont les moyens de leur politique et qui cependant ne la mettent pas en œuvre, oui. La déception égale pourtant. C'est en cela que j'ai dit, step by step, que les jeunes prennent le temps de se former, qui prennent le temps de travailler, qui prennent le temps d'entreprendre, de se constituer ce qu'on appelle un butin de guerre, qu'ils aient les moyens de leur politique. Et quand ils vont lancer maintenant leurs idées, ils seront suivis. Parce que sinon... C'est jusqu'à quel âge? On sera dans... Non, les jeunes entrepreneurs, il y en a qui font fortune très jeunes. Tout dépend de la pertinence du projet. Mais si on veut faire la politique, en tout cas en Afrique, il faut qu'on se donne les moyens de sa politique. Ou alors on se laisse engloutir dans l'appareil des partis. Or, quand c'est dans l'appareil des partis, les idées ne peuvent plus prévaloir. C'est l'idée générale qui doit prévaloir. Moi, j'ai une question, si je dois la poser. Est-ce que vous parlez de l'entrepreneuriat, justement? Est-ce qu'aujourd'hui, le continent africain donne l'accès aux jeunes d'entreprendre? Parce que entreprendre, dire qu'on veut entreprendre, c'est bien, mais vivre les réalités de l'entrepreneuriat en Afrique, c'est pas évident aujourd'hui. Donc, quelle stratégie conseillerait à une jeune comme nous autres de venir entreprendre, par exemple? Moi, j'ai essayé l'entrepreneuriat. Au début, on m'a roulé beaucoup de fois parce que je ne savais pas comment la gestion comment gérer une entreprise. Je n'avais aucune idée. La gestion de ce que je voulais faire. C'est vrai que la jeunesse de la diaspora veut venir en Afrique. La première question qu'elle me pose, je ris ça. J'ai le moyen nécessaire pour entreprendre, mais l'environnement, parce que l'Afrique, c'est pas comme l'Europe. Il faut qu'on se le dise. L'Afrique, tu peux vraiment faire du business et tu gagnes de suite, ou tu peux mettre ton argent et tu perds de suite. Et justement, aujourd'hui, est-ce que notre continent nous permet... C'est la question aux banquiers. Est-ce que vous avez, au début de cette émission, vous disiez pour faire un projet, il faut aller voir la banque, vous parliez du personnage de votre ouvrage, et la question que j'avais déjà à l'esprit, c'est mais est-ce que les jeunes trouvent leur place auprès des banques quand on sait que les adultes ont du mal à trouver un financement? Quand on est jeune et qu'on n'a pas grand-chose, vous l'avez si bien décrit en disant ils ne sont pas formés, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas les moyens de leur politique, si personne ne leur prête, on tourne en rond peut-être. Oui, dans le cas de l'entrepreneuriat, nous savons tous que le plus grand talon d'Achille des entrepreneurs, c'est la viabilité de leur projet. Comme le dit 80%... On ne prête qu'aux riches? Non, je veux dire 80% des PME meurent, disparaissent avant 5 ans. Pourquoi? Parce qu'on revient encore à la formation. Tout à l'heure, l'ambassadrice l'a dit si bien, je vais entreprendre, mais je n'ai pas les rudiments. Il faut se donner le temps d'apprendre la gestion. C'est très important. Ce n'est pas seulement le financement. Il faut avoir l'idée de projet. Il faut prendre le temps de renforcer ses capacités, de lancer son action et aller voir le banquier pour se faire accompagner. Voilà. Mais malheureusement, souvent, nous ne confondons pas forcément les jeunes, hein. Nous confondons vitesse et précipitation. Parce qu'on a une idée, on pense que c'est une idée de génie. On ne fait pas d'études de marché, on se lance dans le business. Et très rapidement, on est rattrapé par la dure réalité du marché, qui fait que les PME disparaissent aussi vite qu'elles ont été créées. Moi, dans le cadre de mon livre, il s'agit plutôt de rassurer tous les agents économiques, pour dire que les conditions d'accès au crédit sont les mêmes pour tout le monde, pour tous les agents économiques, pourvu qu'ils soient bancarisés, pourvu que... C'est la quadrature du cercle.
pourvu qu'ils soient bancarisés. Entre l'œuf et la poule, qu'est-ce qui fait l'autre? Pourvu qu'ils aient la quantité cessible nécessaire pour obtenir un financement. Et la banque vous... Ces conditions sont résolument discriminatoires, puisqu'on sait très bien qui est-ce qui peut rentrer dans ce profil-là et qui est-ce qui ne peut pas, même s'il le veut. La vie même est discrimination. Nous étions pourtant bien partis dans les qui vous écoutent entre deux générations à vouloir refaire le monde, mais là, je pense que nous allons refaire 40 ans dans le désert à nouveau avant de pouvoir trouver une Non, mais par rapport Oui. aussi à sa préoccupation, elle se posait des questions sur l'Afrique. C'est vrai que c'est difficile l'Afrique, mais moi, mon parcours et l'expérience devraient donner un peu d'espoir. Moi, à 23 ans, je démarre dans le journalisme. Je fais 9 ans, 10 ans au compte de différents patrons. Et puis, depuis 22 ans, c'est-à-dire à 33 ans environ, je décide de créer mon journal. Et ça fait 22 ans qu'on a démarré dans un environnement difficile. Je suis entrepreneur. Vous êtes allé voir la banque? Vous remplissiez les conditions? Comment avez-vous fait? Justement, je veux dire, bon, j'ai donné un coup au banquier. J'ai émergé sans les banques. Tous les jours, je lui dis, les banquiers, c'est des commerciaux, c'est des meilleurs blagueurs. Je lui ai dit, vous savez, j'ai des comptes dans une dizaine de banques. Attendez, Pourquoi? on va remettre le volume. Tout le monde n'a pas bien entendu. J'ai des comptes dans plusieurs banques parce que chaque banquier est un bon commercial. Viens chez moi, je te fais une belle affaire. J'ouvre un compte. Quelque temps après, je me rends compte qu'on ne me facilite rien. Je ne ferme pas le compte, je vais dans une autre banque. Quand je vois, elle dit non, viens chez moi, ça va. Je vous assure, je ne brasse pas de milliards, mais j'ai des comptes à Abidjan dans 5 à 6 banques. Pourquoi? Parce que je cherche la meilleure banque. Mais lui, c'est un banquier central. Donc lui, il est au-dessus. La critique ne lui va pas. Lui, il est au-dessus, mais ils doivent arranger les méthodes des banques. C'est vrai que ce n'est pas facile. Les banques ne créent pas forcément des facilités, mais à force de résilience, à force de petits arrangements, on peut s'imposer, on peut avancer. Ne désespérez pas. Je n'ai pas de recettes miracles, hein, mais moi, je vous assure que moi, j'ai émergé loin des banques. Lui qui est le banquier, il a été bloqué 3 fois, mais il a réussi à avoir un prêt important de près de 500. C'était lui le personnage principal, il a dit que c'était pas autobiographique. Non, lui, l'auteur. C'est tiré des faits réels. Lui, l'auteur de l'histoire du personnage principal. Vous essayez de demeurer copain avec lui, hein, c'est ça, il se raccroche aux manches. Ils ont eu un prêt de près d'1 million d'euros, mais ce n'était pas évident et je vous assure que les banques en Afrique, moi, je ne compte pas trop sur les banques. Voilà. Et faites votre projet sans trop penser aux banques. Ça, c'est ce que j'ai compris, au final. En espérant que mon interpellation, on met le volume, va les pousser à faire des efforts. Mais il faut et que... arriver vers moi en tant qu'opérateur économique pour dire, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Monsieur veut un droit de réponse. Il faut que je réagisse. Oui. Pour dire à mon frère Wakili... Vous allez regretter d'être venu avec lui. Il a tort d'avoir peur des banques. Les banques sont les partenaires des agents économiques. D'accord. C'est un langage de Une banque. théorie financière, une théorie financière nous montre bien qu'un projet financé sur crédit bancaire est plus rentable qu'un projet financé par autofinancement. Pourquoi? Vous l'avez dit, c'est une théorie. Non, c'est une théorie financière qui est démontrée. Parce que lorsque vous empruntez de l'argent, vous faites 2 fois plus d'efforts. D'abord pour avoir des résultats et ensuite pour rembourser la banque. Et lorsque vous maintenez ce rythme-là, lorsque l'amortissement est amorti, lorsque le crédit est amorti, bien sûr, la cadence est maintenue et donc la rentabilité est plus forte. Donc, nous sommes en plein effet de levier financier. Il faut parvenir au financement. Alors, la banque, de plus en plus, nous parlons de banque transactionnelle. C'est-à-dire que la banque elle-même a fait son autocritique et de plus en plus, elle a décidé de s'adapter aux besoins des agents économiques. Dont elle avait besoin des sous. De plus en plus, la banque accompagne, c'est ce que je veux dire. La banque accompagne les opérateurs. Et lorsque vous parcourez le livre que j'ai écrit, vous allez voir que le personnel principal a bénéficié de l'accompagnement de la banque. De A à Z. De A à Z. Parce que pour franchir les difficultés, il a fallu que la troisième banque lui dise, par exemple, l'accompagne. Voilà, quand on prend par exemple le calcul de la quotité cessible, dans le livre, vous allez voir que ce n'est pas que le salaire qui permet de déterminer la quotité cessible. Et ça, c'est un conseiller clientèle qui lui a dit, si vous avez des revenus autres que le salaire,
dont vous pouvez prouver la régularité, nous pouvons les intégrer au calcul de votre quotité cessible. Et ça, cette vision-là, c'est la banque transactionnelle. C'est la banque qui accompagne désormais, n'est-ce pas, l'agent économique. Donc je comprends que mon frère se méfie des banques, mais ne le suivez pas. Parce que lui, il a eu les ressources pour lancer son activité. Venez à la banque va vous accompagner et vous aurez 2 fois plus de marge que si vous voulez autofinancer votre projet. Justement, c'est ce que M. Valclé est en train de dire lorsque vous avez évoqué la question qu'un jeune a des ambitions, a des visions, mais devant sa communauté jeune, il n'arrive pas à transmettre parce qu'il manque de ressources. Si la banque accompagne aussi ces genres des jeunes, par exemple, on aura les ressources qu'il faut. Mais moi, je pense qu'avant de parler du message, il faudrait quand même tester le travail sur terrain parce qu'il faudrait savoir que la jeunesse aujourd'hui, les jeunes ne sont plus dupes. Je ne veux pas seulement venir dans un village à Abidjan pour dire je suis ambassadrice et les gens vont me croire que je suis ambassadrice. Non, il faut qu'ils voient ce que je fais, ma capacité d'être cette jeune femme ambassadrice sur terrain à se dire on va miser sur elle parce qu'elle a démontré ça, elle a démontré ça, elle a démontré ça. Moi, je suis contre les jeunes qui ne font rien au-delà du message, qui veulent apparaître que dans le message. Oui, je suis jeune, je fais ceci, alors que sur le terrain, on ne voit pas ça. Nos mentors, nos repères, ils n'avaient pas les réseaux sociaux, ils n'avaient rien à l'époque. Mais ils avaient quand même des choses qu'ils faisaient sur terrain. C'est même que nous, jeunes, on les a suivis. Parce que moi, je suis vraiment contre cette pratique de dire oui, je suis jeune, mais je ne fais rien. Tu es jeune, mais démontre-nous ce que tu... Il faut avoir à son actif des accomplissements, des choses tangibles pour être crédible. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Le temps a passé vite parce qu'on refaisait le monde. C'était la promesse à l'ouverture de ce programme. Je voudrais vous laisser le soin, messieurs, d'adresser votre mot de la fin rapport à tout ce que nous avons échangé. Que voulez-vous dire pour terminer chacun? Vous avez la parole à la Wakili. Moi, je prends rendez-vous avec elle pour l'an prochain, en septembre. On organise Abidjan Media Forum. L'édition de cette année a déjà eu lieu en septembre. On prépare l'édition de 2026. Vous, avec elle, ça fait 2 femmes, 2 jeunes, que nous prenons l'engagement d'inviter à Abidjan. J'ai gagné ma journée. Que nous prenons l'engagement d'inviter à Abidjan pour l'édition 2025 d'Abidjan Media Forum pour parler justement des femmes, de la jeunesse et puis porter ce message à l'attention à l'endroit des jeunes Africains. Monsieur Ouattara, le bien nommé. Merci. Moi, je voudrais surtout remercier les responsables du club de l'investissement Europe-Afrique qui ont bien voulu m'inviter pour prononcer la conférence inaugurale de la soirée de l'investissement immobilier en Afrique. Je pense que c'est une démarche scientifique qui commence à faire déjà des émules puisque je suis invité au salon de l'immobilier en Afrique qui aura lieu en mars 2026. Il s'agit donc d'inviter des experts pour planter le décor, pour dresser le panorama. Par exemple, hier, mon intervention a permis de savoir que le besoin en logement au sein de l'UEMOA est de 3 500 000 logements. Un déficit de 3 500 000 logements qui se creuse chaque année de 250 000 besoins nouveaux en matière de logement. Et que le système bancaire accompagne, n'est-ce pas, les opérateurs économiques. Et nous attendons donc les Africains de la diaspora à venir investir dans l'UEMOA pour nous aider à combler ce déficit de logement. Merci. Votre mot de la fin, madame. Merci beaucoup, Madame Lady, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. La vision pour la jeunesse ne change pas. On a besoin d'apprendre, on a besoin d'être formé, on a besoin que l'on soit écouté. Et c'est ce que on a commencé à faire. Moi, en tant qu'ambassadrice, je voulais également dans l'accompagnement des investisseurs, des partenariats, de partenaires financiers qui souhaitent investir en Afrique. On a déjà commencé au Gabon, en RDC, et donc je reste très ouvert par rapport à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas venir l'année prochaine avec des partenaires financiers pour des projets gagnants-gagnants, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas un continent à demander, c'est un continent où il doit... Qui est force de proposition. Et donc, du coup, on maintient de liens
stratégique avec l'Union européenne, parce que l'Union européenne doit garder son influence au niveau de l'Afrique. Et donc, du coup, on reste ouverte et je vous dis à très vite. Merci à tous les trois. Merci à vous qui avez suivi ce programme. Le mieux que nous vous souhaitons, c'est de rentrer pleinement dans la dispensation de ce qui a été décrit selon vos âges respectifs. Cette émission a été réalisée par Moustapha Kanté, que je remercie bien. Rendez-vous dans notre programme prochain. À très bientôt.